reprend le déroulé des assises. On va faire une petite modification parce qu'on a du retard et on a la plénière. On va faire commencer d'abord la plénière numéro 2, donc, pour donner la parole aux élus. Et nous reviendrons après sur l'actualité réglementaire. Donc, je vais proposer donc, à nos 3 intervenants, donc, pour cette table ronde, nous sommes ravis de pouvoir inviter donc, 3 élus, 3 femmes élues, sur ce sujet de la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, je vous présente donc, Madame Gradiela Melchior, qui est députée du Finistère et qui a été co-rapporteure, avec un E, de l'évaluation de la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, dite la loi Garot. Le rapport qui a été remis en... Alors, attendez, je pense que pour le son, il y a du son. Je laisse Émilie et les filles gérer le son. Donc, qui a remis le rapport à Madame Brune Poirson en 2019. Nous avons également Anne Terlez, qui est... Attendez. Alors, pour le son, Émilie, ou est-ce que tu peux gérer le son, Émilie? C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je fais des demandes de réactivation à l'ensemble de nos intervenantes et intervenants. N'hésitez pas à les accepter. Normalement, vous avez un message qui s'ouvre sur votre écran pour activer votre micro et votre caméra. Je suis en train de gérer ça. D'accord, ça marche. Je te laisse le micro. Ça marche, merci Émilie. Donc, je présentais Madame Anne Terlez, qui est première adjointe de la ville de Louviers et également vice-présidente à l'agglomération Seine-Eure. Et également Stéphanie Glatini, qui est adjointe à l'enfance et à l'éducation à la ville de Maloney. Donc, cette table ronde, l'objectif, c'est vraiment de montrer l'importance des acteurs publics. Et pour cela, on voulait vraiment donner la parole aux élus qui ont un rôle vraiment important, primordial, dans ces actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, de la volonté de ce qui va pouvoir être impulsé et être mis en avant. Pascal, aussi, si tu veux te mettre en visuel, car ce temps sera également co-animé avec Pascal Gilloire du comité de pilotage. Alors, je pense qu'il y a des problèmes de micro, peut-être. Ouais, on a quelques soucis apparemment là d'activation des micros. Je vois que Madame Melchior a pu activer son micro, mais pour l'instant, la caméra ne s'ouvre pas. Je refais une demande. Je ne sais pas si vous m'entendez, Madame Melchior. Oui, moi, je vous entends et je ne vous vois pas. C'est normal. Ah, voilà, c'est bon. Pas, je n'active pas forcément ma caméra, mais en tout cas, on vous voit bien, Madame. Et c'était mon micro qui était ouvert tout à l'heure? Non? C'est pas grave. De toute façon, c'est normal. Hein. C'est ce qu'on disait, c'est vraiment une première pour nous, ces assises à distance, donc il n'y a aucun souci. Tout le monde fait son possible à distance, c'est pas évident. Déjà, merci beaucoup. Donc, on va commencer par vous, Madame Melchior. Ah, d'accord. Non, mais parce que mon collaborateur m'avait dit que, bon, finalement, enfin, il y avait une table ronde qui n'était pas terminée, donc on bavardait en attendant. Désolée. D'accord. On ne souhaitait pas vous faire attendre parce qu'on a pris du retard et vous êtes toutes les 3 voilà, à attendre et on ne souhaitait pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, vous commencez par moi. Voilà. Donc, entre autres, par rapport à votre rôle de rapporteur, par rapport au rapport donc de la loi de Guillaume Garot, d'essayer de voir par rapport, déjà, vous avez dû rencontrer pas mal d'acteurs, donc peut-être nous faire part un peu de ce retour, de cette expérience que vous avez eue sur ce rapport d'évaluation. D'accord. Bien, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Bon, j'ai prévu un petit mes propos, donc j'espère que
que ça vous conviendra. Et en tout cas, je répondrai à toutes les questions que vous souhaiterez. Donc, d'abord, merci au Régal Normandie pour l'organisation de ces assises. Je suis très heureuse d'intervenir afin de présenter le rôle des parlementaires dans l'élaboration des politiques publiques et permettant de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Celui-ci, vous en avez sûrement parlé, constitue une véritable aberration écologique et économique, alors que la précarité alimentaire touche au moins une personne sur 5. On a vu au cours de notre rapport que le gaspillage alimentaire représentait 16 milliards d'euros, ce qui correspond à peu près 108 euros par an et par personne, ce qui est beaucoup pour des familles qui ont peu. Pendant longtemps, la lutte contre le gaspillage alimentaire ne faisait l'objet d'aucune politique publique. Seules les initiatives privées de la part des associations d'entreprises spécialisées permettaient d'agir. Ce n'est qu'en 2013 qu'avec la signature du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, que le débat donc s'est fait autour de la définition d'une véritable politique publique donc, en même temps qu'elle a été mise à jour en fait avec la concertation d'acteurs de la chaîne alimentaire. De ce pacte va découler 3 ans plus tard et sous l'impulsion de Guillaume Garot, qui était député mais qui auparavant était ministre de l'agroalimentaire, donc la loi du 11 février 2016, c'est la date phare, qui comporte 2 mesures principales concernant les distributeurs de produits alimentaires. D'une part, l'obligation pour les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 mètres carrés d'un conventionnement avec une association de dons alimentaires, moyennant une défiscalisation, et surtout l'interdiction de rendre impropre à la consommation des invendus encore consommables, ce qui était un scandale dont les médias se faisaient le relais régulièrement. La loi Garot introduit également, et ça c'est important et ce n'est pas suffisamment ressorti à l'époque, introduit également une hiérarchie des actions à mener en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, à commencer par la prévention, ensuite la valorisation en alimentation humaine, soit par le don, soit par la transformation. Le 3e étage, si on veut, c'est la valorisation en alimentation animale, et la 4e en énergie, comme la méthanisation. Et on voit que quand on énumère ces priorités, si on veut, on voit que la destruction ne doit être envisagée qu'en dernier recours. Cette loi, elle entend aussi renforcer les actions d'éducation et de sensibilisation au gaspillage alimentaire et elle prévoyait l'intégration des actions de lutte contre le gaspillage dans la RSE des entreprises. Donc, il y avait bien une mobilisation au niveau aussi des écoles, des établissements scolaires et aussi des entreprises, quelles qu'elles soient. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la France a été le premier pays à s'être doté d'une législation sur le gaspillage alimentaire et que les mesures de la loi ont directement inspiré plusieurs politiques nationales, comme celle de la Finlande ou de la Suède. Et la France est maintenant au niveau européen, fait valoir cette expérience qu'elle a et promeut son savoir-faire auprès des autres États membres de l'Union européenne. Alors, moi, j'ai été élue donc, après la loi en 2017 et donc j'ai eu la possibilité en 2019 de participer à l'évaluation de cette loi puisque donc, les lois sont réévaluées c'est bien joli de faire des lois, mais on a aussi un rôle de contrôle en tant que parlementaire. Donc, j'ai eu l'occasion d'être rapporteur sur l'évaluation de la loi Garot avec M. Garot lui-même, ce qui est quand même un honneur à la fois. Et puis, et c'est rassurant de voir que même quelqu'un qui a préparé et fait voter une loi sache se remettre en question et la volonté aussi d'aller plus loin. Donc, l'objectif, c'était de dresser un bilan de la loi, d'identifier ses effets et de déterminer différentes pistes d'amélioration. Alors, comment ça se passe, les évaluations de loi, nous avons dialogué avec des acteurs qui menaient la lutte sur le terrain. Alors, on a reçu, au cours d'auditions, un certain nombre d'entreprises de la chaîne alimentaire et leurs représentants, des associations caritatives ou de consommateurs, des organisations environnementales, les pouvoirs publics, les services de l'État, ou encore des nouveaux acteurs qui sont apparus depuis 2016 comme Too Good To Go, Phoenix, Zero Gâchis, donc qui sont des startups qui facilitent le contact entre soit des entreprises, entre des associations, soit qui aident aussi, qui agissent auprès des consommateurs.
Alors, chaque audition se déroulait de la même manière, c'est-à-dire dans un premier temps, on demandait donc aux participants de nous donner un retour sur la loi et ses effets à leur niveau, et dans un second temps, les obstacles rencontrés sur le terrain. Et enfin, donc, de nous proposer des pistes d'amélioration qu'on pourrait utiliser auprès du gouvernement. Alors, la conclusion de ces auditions, elle a été assez claire, parce que la loi, en fait, du 11 février 2016 a été vraiment saluée comme une véritable politique publique anti-gaspi. Les acteurs qu'on a vus, que ce soit des distributeurs, des industries, des associations, enfin, tous ont vraiment eu en commun ce souci de nous dire heureusement qu'il y a eu cette loi et ça nous sert au quotidien. Parce que je crois que la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi éthique, c'est aussi responsable et tout le monde s'en sent partie prenante. Donc, globalement, tout le monde était très content que cette loi existe, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques manques. Notamment, on a constaté une difficulté méthodologique à mesurer la quantité de gaspillage tout au long de la chaîne alimentaire, du fait d'un manque de données. Parce que certains acteurs ignorent eux-mêmes ce qu'ils gaspillent, faute de protocole et de collecte de données, et d'autres sont réticents à les communiquer par peur du risque d'atteinte à leur image ou parce qu'ils ne considèrent pas certains déchets valorisés comme du gaspillage. Donc, il y avait un peu un flou sur les chiffres. Cependant, les associations caritatives avaient noté qu'il y avait une hausse sensible des quantités données par les grandes surfaces, donc ce qui était bien un des buts de la loi. Alors, il y a deux difficultés que les associations les associations caritatives nous ont soulignées. La première, c'est l'insuffisance manifeste des contrôles effectués par la puissance publique en matière de gaspillage alimentaire, alors que la grande distribution, quand même, profite d'une défiscalisation, donc il y a un avantage fiscal à le faire, donc c'est important que ce soit contrôlé de près. Donc il y avait un manque à ce niveau. Et puis la seconde difficulté dont notre rapport fait état, c'est la conformité des partenariats actuels au droit applicable en matière de qualité du don qui préoccupe les associations. En effet, normalement, la grande distribution est censée trier avant de donner, de façon à donner des produits qui soient vraiment consommables. Or, des associations ont signalé des dérives comme des produits périssables livrés à l'association le jour de péremption, donc difficiles à distribuer, l'arrivage de produits frais sans date de limite de consommation indiquée comme les fruits et les légumes, mais qui arrivaient dans un état un peu avancé de vieillissement. Donc, ces dérives, bon, il faut savoir qu'elles existent, elles nous ont été notifiées, même si elles ne constituent pas la majorité des pratiques constatées. Ça montre bien que même s'il y a des lois, il faut rester vigilant et c'est important justement d'avoir le retour de personnes qui travaillent au quotidien ou qui la pratiquent au quotidien. Alors, bien souvent, la loi de 2016, en fait, s'est perçue comme une loi sur le don alimentaire, alors que le gaspillage, il est présent tout au long de la chaîne alimentaire du producteur au consommateur. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter en fait à cette loi-là, n'est pas suffisante. Et on a proposé 14 propositions à l'issue de cette concertation, comme par exemple le renforcement des contrôles et des sanctions, la création d'un label anti-gaspi qui récompenserait les acteurs les plus vertueux, la suppression des DDM, donc date de durabilité minimum, sur certains produits. Et donc, toutes ces propositions, elles ont été remises au gouvernement en juin 2019. À l'époque, c'était donc la secrétaire d'État en charge de l'économie circulaire, Brune Poirson, et puis le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. Et on était à ce moment-là dans un contexte plutôt favorable pour faire bouger les choses, puisque la remise de ce rapport intervenait au moment même
de l'élaboration du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qu'on appelle la loi AGEC, et dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, en juillet, mois de 2019, j'ai été nommée rapporteure au nom de la Commission des affaires économiques pour cette loi, donc qui est plus large sur l'anti-gaspillage. Mais ça me donnait la possibilité d'enrichir le texte et de refaire des auditions pour intégrer le gaspillage alimentaire dans cette loi qui s'articulait autour de 4 grandes orientations globales. Donc pour mettre fin au gaspillage afin de préserver nos ressources naturelles. Donc l'idée, c'était de mobiliser les industriels pour transformer les modes de production, renforcer l'information du consommateur, améliorer la collecte des déchets et lutter contre les dépôts sauvages. Donc là, c'était global et il n'y avait rien de prévu au départ sur le volet alimentaire. Donc, j'ai refait, moi, un travail avec des acteurs que j'avais déjà vus lors de l'évaluation de la loi de 2016. Et ça m'a permis d'introduire, avec d'autres collègues députés, une série de mesures en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, la loi se fixe comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective d'ici 2025. Donc, ça veut dire dans 5 ans, on en est proche, donc, mais il y a encore du travail à faire. Et de le réduire aussi de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale d'ici 2030. Donc, on a des objectifs, ça veut dire que ça nous donne une trajectoire et ça doit inciter les acteurs à se bouger pour atteindre ces objectifs. Alors, la loi, elle renforce les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, au niveau des grossistes, qui n'étaient pas pris en compte par la loi Garot, donc les grossistes dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions d'euros sont désormais concernés par les obligations de non-destruction des invendus et de dons alimentaires, ce qui n'était pas le cas auparavant. La loi renforce aussi les exigences, le suivi et le contrôle par les opérateurs de la qualité du don, ce qui répond directement à l'un des constats du rapport d'évaluation. Les sanctions sont renforcées. En cas de destruction d'invendus alimentaires encore consommables, les contrevenants s'exposent à une amende pouvant atteindre jusqu'à 0,1% du chiffre d'affaires du dernier exercice clos. Donc ça, pour des grands hypermarchés, par exemple, ce n'est pas neutre. Et donc, le montant de l'amende étant quand même proportionné à la gravité des faits constatés en fonction du volume des produits. La fameuse DDM, c'est ce qui se traduit sur vos emballages par « à consommer de préférence avant le », pourra aussi être accompagnée d'une mention informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. Alors, les modalités doivent être fixées par décret parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a 30% du gaspillage qui se fait à la maison et souvent en jetant des paquets même non entamés parce qu'on voit que la date est passée. Or, la date, la DDM, en fait, à consommer de préférence avant, signifie qu'en fait, bon, peut-être que le biscuit sera un petit peu plus mou ou, voilà, ou ça aura un peu changé de couleur, mais c'est tout à fait mangeable. Voilà. Et donc, au lieu de jeter, on peut continuer à manger. Donc, on veut rassurer le consommateur de ce point de vue. L'ambition de la loi, c'est aussi une meilleure gestion des stocks, parce que sur la chaîne alimentaire, il y a du gaspillage parce que souvent les stocks sont mal gérés. Donc, on a prévu d'inciter donc les industries agroalimentaires à indiquer dans leur code-barre la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot, de façon à mieux suivre en fait l'aspect logistique et éviter ainsi les gaspillages sur les lignes de fabrication ou de stockage. Enfin, la loi prévoit la création d'un label national anti-gaspillage alimentaire pour valoriser les initiatives et récompenser les comportements les plus vertueux, notamment ceux qui s'engagent pour le respect de la hiérarchie de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, il y avait 2 solutions. C'est vrai qu'on parle beaucoup de name and shame, de montrer du doigt les personnes, enfin les entreprises qui agissent mal. Nous, on a préféré l'inverse, c'est-à-dire mettre en valeur les bonnes pratiques en espérant tirer les autres vers le haut. Alors,
ce rapport d'évaluation, comme la loi anti-gaspillage, ça illustre bien l'importance du dialogue des élus avec les acteurs donc, de toute la chaîne alimentaire et puis des associations qui achètent, qui bénéficient des dons ou bien des consommateurs qui achètent, pardon. Donc, c'est important qu'on ait ce dialogue pour faire progresser en fait les idées. Et à travers la transmission de vos observations de terrain et l'élaboration ensemble d'amendements et de propositions réglementaires, il a été possible d'améliorer considérablement la politique publique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, l'impulsion donnée par la loi Garot de 2016 a été vraiment aussi importante pour stimuler les professionnels, et je voudrais citer quand même, parce que les élus donnent des impulsions et parfois les industriels réagissent et s'en emparent, et je voudrais citer l'initiative de l'ANIA, qui est l'Association nationale des industries agroalimentaires, qui a signé un partenariat avec les banques alimentaires en mettant en place une plateforme numérique qui s'appelle ClickDon et qui permet en fait de mettre en lien des industries qui ont par exemple une palette qui est revenue d'une livraison ou donc voilà, tout de suite avec une banque alimentaire de telle ou telle région qui pourra en bénéficier. Donc voilà, c'est ça aussi l'intérêt des politiques publiques, c'est d'embarquer, je dirais, les professionnels dans notre sillage. Alors, Guillaume Garot, c'est un peu notre maître du gaspillage alimentaire. Je ne sais pas s'il aime, je pense qu'il apprécierait l'expression, mais il est plus modeste que ça. Mais il continue, c'est vraiment son cheval de bataille. Et donc, je vous avais peut-être entendu parler dans les médias, il travaille actuellement une proposition de loi, on doit se voir demain d'ailleurs à ce sujet, qui prévoit d'autres dispositions. Par exemple, l'expérimentation d'un dispositif prime à l'assiette vide pour un étudiant qui rapporterait son plateau vide, il aurait une réduction ou un repas gratuit. Il veut rendre obligatoire les pesées de déchets dans la restauration collective, etc. Il propose d'inscrire aussi obligatoirement l'inventaire des invendus dans les rapports de RSE de la grande distribution. Voilà, encore des idées qui sont venues de concertation, qui viennent de discussions, de retours de terrain. Donc, c'est vraiment très, très important qu'on ait ce dialogue permanent. Et une loi, ça s'enrichit au fur et à mesure des années. Enfin, je dis la loi, ça peut être aussi des décrets ou des règlements. Hein. Tout ne passe pas par la loi. En tout cas, ce texte permettra sûrement de faire revenir le sujet du gaspillage au cœur de l'hémicycle. Et c'est pour ça que mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que les parlementaires sont à votre écoute si vous avez besoin de nous donner des bonnes pratiques, des bonnes idées, vous avez besoin de certains leviers aussi pour vous aider dans votre travail ou de lever certains obstacles. Alors, je veux dire aussi un mot sur la Convention citoyenne pour le climat dont vous avez sûrement entendu parler. Hein, c'est 150 citoyens tirés au sort pour réfléchir à des propositions. Et donc, ils ont dans leur proposition un chapitre « Se nourrir ». Et moi, je vais être associée d'ailleurs à cet atelier. Pourquoi se nourrir? Parce que si c'est un besoin vital, il n'en est pas moins générateur de nombreuses émissions de gaz à effet de serre et donc avec une influence sur le climat. Donc, le but de la Convention citoyenne, dans cet atelier, c'est de donner l'accès à chacun à une alimentation saine, durable et de qualité grâce à une agriculture, une pêche, une industrie agroalimentaire respectueuse du climat, des écosystèmes et de la biodiversité. Et donc, alors le mot gaspillage n'apparaît pas, gaspillage alimentaire n'apparaît pas, mais je suis certaine qu'à un moment, ce sujet aura sa place dans le projet de loi ou dans les décrets qui sortiront de cette initiative. Alors, en conclusion, et parce que nous ne sommes pas au bout de la lutte contre le gaspillage alimentaire, moi, ce que je veux vous dire, ce que je suis venue dire aujourd'hui, c'est que les portes des permanences parlementaires vous sont grandes ouvertes, que les élus sont à votre écoute. Il y a beaucoup d'interactions, même entre nous, même si vous avez un député ou un sénateur qui n'est pas spécialiste du sujet, il saura relayer voilà, à qui de droit. Enfin, moi, je suis un peu
la madame agroalimentaire, je dirais, pour la majorité, madame gaspillage alimentaire, pardon, pour la majorité. Je suis en commission des affaires économiques, je suis assez, voilà, on peut dire que j'ai une certaine expertise du terrain. Donc, en tout cas, vos messages peuvent être relayés et il y a toujours un moment où ils trouveront leur place, en fait. Donc, moi j'ai besoin en fait de votre expertise technique, de votre expérience de terrain pour identifier les obstacles à lever et les initiatives qui sont à soutenir. Le sujet du gaspillage alimentaire, on le voit bien, c'est un sujet qui reste toujours d'actualité. La crise du Covid-19 a en effet questionné la capacité de notre système agroalimentaire à assurer l'approvisionnement de nos concitoyens. Il est d'autant plus important de ne pas gaspiller, parce que quand on gaspille, c'est économique, c'est écologique, et puis c'est éthique. Hein, c'est vraiment trois adjectifs, je crois, qu'il faut relier au gaspillage alimentaire. Donc, mon message, c'est qu'ensemble, élus et acteurs de terrain, nous devons agir pour éradiquer définitivement ce gâchis. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Vraiment intéressant parce que on voit vraiment là de l'intérieur un peu ce cheminement pour la construction de ces lois et on voit que ça s'est construit petit à petit. Entre autres par rapport aussi à cet élément dont vous indiquez d'avoir ces échanges entre le territoire et vous, ce que vous pouvez faire au niveau de l'Assemblée. Donc, le Régal, on avait été auditionné avec le Régal de Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs pour la loi de 2016. Donc là, nous, effectivement, des événements comme aujourd'hui, comme les assises, c'est un peu le moment, aujourd'hui on n'est pas réunis, mais c'est le moment de faire remonter un peu toutes ces attentes, toutes ces problématiques-là. Et pour nous, évidemment, on restera en lien avec vous pour poursuivre ces échanges, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui avance petit à petit. Et déjà, par rapport à ce que vous indiquiez, le clic-don, donc la plénière d'avant sur sa bouche dans les territoires, on a vu justement que la banque alimentaire commençait à s'emparer de ces éléments-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce lien entre la construction d'une loi et vraiment l'application qui peut être faite sur le territoire. Est-ce qu'il y aurait des questions, Caroline ou Émilie, à poser à Madame Melchior? Pour le moment, il n'y a pas de questions. Il y a eu une question sur comment sont distribués les gourmet bags et comment ils sont vendus aux restaurateurs. C'était l'intervention d'avant. Est-ce que je peux juste prendre la parole un instant pour faire un lien? Je voudrais donc remercier Madame Melchior pour effectivement son intervention qui était très intéressante. Moi, je voulais aussi faire un lien avec, c'est un peu prématuré parce que c'est la présentation que je vais faire un peu plus tard, mais au niveau du ministère de l'Agriculture, donc nous avons été sollicités, nous DRAF, donc je travaille à la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt donc de Normandie, et je suis chargée d'animer le programme national pour l'alimentation sur le territoire. Et nous avons donc été sollicités par la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture justement pour faire un premier bilan du pacte. Et donc c'était une réponse bicéphale puisque j'avais sollicité Nathalie Villermé du Crépan et je voulais savoir en fait toutes les réponses. Alors pour l'instant le bilan n'est pas encore terminé puisque certaines drafts n'ont pas encore eu le temps de répondre, donc je pense qu'on va avoir les réponses d'ici la fin de l'année. Et je voulais savoir comment le travail que nous avons remonté, les difficultés que nous avons pu rencontrer, etc., et qui vont enrichir ce bilan-là. Au niveau parlementaire, est-ce que vous aurez accès à cette information-là? Je pense que c'est en lien avec le CGAER du ministère de l'Agriculture. Vous allez avoir, vous, le bilan, vous allez pouvoir en tenir compte justement pour amender, modifier, proposer encore des choses. Oui, tout ce qui est bilan, en fait, nous est restitué quand on est sur un sujet un peu expert, enfin, je dirais expert, enfin, un peu spécialisé. On a des contacts réguliers avec les services de l'État et avec les ministères. Et donc, les conclusions nous seront sûrement transmises. Oui.
Et à nous, justement, de nous en saisir pour enrichir, comme je disais à chaque fois. Enfin, en fait, il y a des évaluations, mais il y a aussi des propositions de loi qu'on peut porter entre deux évaluations de la loi. Enfin, on a vraiment une certaine liberté. Après, bon, il faut que dans l'ordre parce que des propositions de loi, je veux dire, chaque député peut en faire tous les jours. Hein. Donc, après, il y a une sorte de hiérarchie. Mais je dirais que le gaspillage alimentaire, c'est tellement crucial, ça touche tellement chaque citoyen que c'est un sujet qui est pris très au sérieux. Et justement, ce que vous dites, enfin, bon, je fais toujours référence à Guillaume Garot parce que bon, c'est lui qui était à l'initiative de tout ce qui se passe en gaspillage alimentaire aujourd'hui. Il est très au fait et en plus, il était ministre de l'agroalimentaire. Donc, il connaît bien il a bien les contacts qu'il faut pour discuter justement et recueillir les informations dont vous parlez. Et on en discute après. Moi, je vous dis, je le vois demain parce que justement, par rapport à sa proposition de loi, il était à l'origine aussi sur le pacte. Donc, c'est un sujet qui est très bien suivi et qui est transpartisan, vous voyez, parce que le gaspillage alimentaire n'a pas de couleur politique. Merci. Parce qu'en fait, je notais aussi par rapport aux interventions qu'on avait eues précédemment, Nathalie Villermé l'a dit aussi, donc avec la Banque alimentaire du Calvados. En fait, lorsque le pacte a été publié donc en 2013, je me souviens c'était la Banque alimentaire du Calvados déjà à l'époque, donc ça va faire 7 ans, nous avait fait remarquer, c'est très bien de lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est une très bonne initiative et c'est plus que nécessaire, sauf que nous, Banque alimentaire, association d'aide alimentaire, ça va être un gisement en moins pour nos dons. Donc, et en fait, on voit aujourd'hui, au bout de 7 ans, qu'effectivement, les dons commencent à se tarir. Donc, pas que parce qu'il y a le gaspillage alimentaire, hein, mais parce qu'il y a une prise de conscience globale. Et donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir d'autres donateurs que la grande distribution. Oui, c'est pour ça que c'est étendu. Mais on a eu cette discussion, c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'effectivement, c'est une discussion qu'on a eue avec alors, les représentants des associations caritatives et qui nous disaient qu'elles n'étaient pas si inquiètes que ça, parce que de toute façon, du gaspillage, il y en aurait toujours, elles arriveraient toujours à voilà. Donc, elles n'étaient pas très, très inquiètes. Moi, j'avais un autre discours, c'est que bon, s'il y a du don alimentaire, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont en situation de précarité. Et s'il y avait moins de personnes en précarité, alors évidemment, la crise du Covid là, met un peu tout par terre, mais s'il y avait moins de personnes en précarité, on aurait peut-être aussi moins besoin de dons. Voilà, c'était un peu mon raisonnement. C'était à l'époque où, et d'ailleurs, avant la crise de la Covid, on est arrivé à 7%, je crois, de chômage. Voilà, donc on était sur disons sur des courbes économiques qui pouvaient penser qu'on sortait, parce que c'était ce que disait Muriel Pénicaud à l'époque aussi, c'était la première précarité, c'est le chômage en fait. Donc c'était redonner en fait du travail à des personnes qui n'en avaient pas pour qu'elles puissent déjà bénéficier non pas d'aide mais d'un vrai salaire et pour pouvoir vivre à la fois dignement. Donc on n'y est pas encore bien sûr et la crise la crise risque malheureusement d'augmenter les personnes en situation de précarité. Donc, mon discours tient plus trop aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut faire confiance aussi pour avoir rencontré tous les intervenants en fait sur cette chaîne alimentaire de la prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui est faite et je pense qu'il moi, pour avoir discuté, parce que j'ai cité Clickdon justement, parce que j'ai rencontré c'était le PDG de Barry de la France, et c'était un peu lui qui, en se promenant dans son usine, s'est rendu compte qu'il y avait des palettes qui étaient revenues de chez un fournisseur et qui étaient là dans un couloir à rien faire, qui allaient être détruites, qui s'est dit mais c'est pas possible. Et je pense qu'il y aura toujours dans les industries agroalimentaires ou dans les grandes surfaces des produits, des erreurs de commande, des erreurs on n'est pas des robots, donc moi je pense qu'il y a
On a élargi le spectre, puisque même un petit commerce qui voudrait conventionner, il peut conventionner pour donner des dons. Il y a ces startups aussi qui mettent en place des échanges, même entre particuliers ou entre associations et entreprises, enfin, qui facilitent les échanges. Je pense que c'est mieux organisé. Et donc, il n'y a pas trop à craindre pour le moment. Donc, merci pour votre intervention et votre réaction. Donc, il y a une question, Nathalie. Alors, oui, très rapidement, parce que là, vraiment, on est très en retard. Donc, très vite. Jean-François Guyot, les DDM pourront-elles être appliquées à la restauration collective pour une cuisine centrale, par exemple, avec un agrément sanitaire en liaison froide, surtout pour les stocks non consommés suite à annulation de repas ou autre? Alors, je prends la question, mais j'avoue que c'est pas quelque chose qu'on a étudié. Là, ça dépend vraiment d'un point de vue sanitaire, si c'est possible ou pas. Là, je pense que c'était, si je ne me trompe, dans la loi, c'est plus l'affichage sur les produits vendus dans la grande distribution pour les ménages. Les DDM en restauration collective, normalement, c'est aux établissements de faire leur étude de vieillissement. Donc, c'est à surveiller. Je connais moins, enfin, très honnêtement, mais ça m'intéresse. Voilà, typiquement, c'est un sujet sur lequel je ne me suis pas penchée. Donc, ça m'intéresse, je prends le point, comme on dit. D'accord. Je vais m'y intéresser et si je peux, je passerai pour une réponse par le régal. D'accord, très bien. Très, très bien. Surtout que demain, la journée de demain, on aura pas mal de temps sur la restauration collective. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre les interventions. Et donc là, je vais me retourner vers Madame Terlez, parce que donc à Louviers, donc ça fait depuis, alors si je ne me trompe, depuis 2008, où des actions sont menées sur ce sujet donc de la restauration. Donc vous allez nous présenter ça, comment toute cette dynamique s'est mise en place au niveau de Louviers, comment ce travail a été lancé. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de participer aux Assises du Régal. Oui, vous l'avez dit. Donc, effectivement, c'est une démarche qui est entamée par la collectivité depuis 2008 et qui, initialement, au début des années 2000, en fait, avait pour vocation à répondre aux normes sanitaires que la ville n'appliquait plus. Voilà, nos restaurants scolaires n'étaient plus tout à fait dans les normes sanitaires et donc il fallait envisager une restructuration très forte de la restauration collective de la ville de Louviers. Et donc, les élus qui m'ont précédée, puisque moi je suis élue depuis 2014 et réélue en 2020, ont imaginé, sur l'impulsion d'ailleurs des techniciens, qu'on pouvait concevoir une régie de restauration, une régie centrale. Et donc la régie de la 2RR 2008, sa mise en service date de 2008. C'est un outil très innovant en fait à l'époque, tant qu'à construire une cuisine centrale, les élus avaient voulu vraiment chercher le plus innovant et donc on est sur une marche en avant. En fait, c'est une cuisine qui fait un peu moins de 500 mètres carrés, qui tourne avec 11 agents, qui dessert à ce jour 20 offices à peu près. Mais l'espace est extrêmement rationalisé et en fait, tout est conçu au sein de cette régie pour pouvoir cuisiner local et bio. Voilà, une vraie cuisine familiale, mais à l'échelon industriel, puisque notre rythme de production aujourd'hui est de un peu plus de 1300 repas jour, sachant qu'évidemment, nos convives sont les crèches, les maternelles, les élémentaires, les personnes âgées, en partage de repas et en livraison à la résidence autonomie de notre collectivité. On est aujourd'hui signataire de la charte qualité Agores. Agores, c'est le réseau de la restauration collective publique.
Et donc, on arrive à servir aujourd'hui ces 1300 repas jour avec une augmentation du bio et du local, de la part du bio et du local, pardon, dans nos aliments, dans notre fourniture d'aliments. Et ça, c'est une volonté politique que moi que j'ai exercée depuis 2014, en avant de la loi Egalim, mais aujourd'hui, évidemment, largement impulsée par la loi Egalim. Ça nous permet du coup, aujourd'hui, d'arriver. Alors, on est passé globalement en 2018 de 42% d'achats locaux, dont 5% seulement de bio, à en 2019 43% d'achats locaux et 15% de bio. Et on est en train de finir l'année là, et dans notre exécution, on devrait atteindre d'ici décembre, le 31 décembre, 60% d'achats locaux, dont 22% de bio. Alors, ce qui nous a permis d'atteindre ces ratios qui sont quand même très encourageants. C'est véritablement l'outil de production en fait qui est le nôtre. Et puis j'en profite pour les saluer, même s'ils m'écoutent pas, le dynamisme et la volonté d'une équipe hors norme. C'est vrai qu'on a un directeur bien sûr de la structure, on a un responsable de la production qui est un cuisinier professionnel bien sûr, tous les agents qui œuvrent, qui font, voilà, qui épluchent les légumes, les lavent, préparent, réceptionnent la marchandise, etc. Et puis, on a une diététicienne qualiticienne qui non seulement fait attention à la qualité de ce que nous avons dans l'assiette, mais collabore à la création de recettes et surtout établit le lien avec nos convives et donc permet d'assurer cette amélioration continue en fait de nos menus pour que ce que nous proposons à nos convives soit également apprécié. Voilà, on a besoin de ce retour permanent. La force de ce dispositif, c'est très certainement, à mon sens, d'être un dispositif porté par la puissance publique. Voilà, le sens du service public ici est très fort et tous les agents et les élus ont à cœur de proposer une alimentation de qualité. Alors évidemment, on n'est pas exempt du gaspillage alimentaire. C'est même aujourd'hui notre bête noire, si je puis dire. On poursuit deux objectifs, l'augmentation du bio et du local dans les aliments, mais aussi la réduction du gaspillage alimentaire. D'abord, évidemment, parce que par principe, on est contre ce gaspillage, mais aussi parce que ça représente beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on a mené l'année dernière sur la grille d'analyse de l'ADEME une campagne anti-gaspi. Alors, ça démontre que globalement, on est dans la moyenne. Voilà, on fait ni mieux ni moins bien. On est dans la moyenne nationale, mais je ne suis pas sûre qu'il faille s'en féliciter. Moi, j'ai pu mesurer que globalement, les écoles qui sont en quartier prioritaire gaspillent plutôt un peu moins. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose qui tient à l'appétit, à la faim, enfin voilà, au rythme des repas qu'on a dans la journée. En valeur absolue, ça donne 14 tonnes et demie de gaspillage alimentaire par an et ça représente pour nous 40 000 euros du coup de gaspillage alimentaire. Alors évidemment, 40 000 euros, moi, voilà, quand j'y pense, je vois immédiatement tout ce que ça me permettrait d'acheter voilà, en termes de qualité, de local et de bio. Et donc, nous avons tout intérêt, évidemment, à réduire cette part du gaspillage. Alors, comment on s'y prend, en fait, pour lutter ? Mais en fait, ce ne sont pas des obligations aux personnes âgées, mais aussi du coup de favoriser plutôt des menus à 4 composantes. Et puis, il y a toute la question de l'éducation alimentaire, donc avec une forte animation dès le plus jeune âge, dès nos crèches. Et d'ailleurs, on voit bien que apparemment, on a un souci de son, Madame Terlez. Si vous avez la possibilité de vous mettre en filaire, ce sera certainement plus confortable. Je n'ai pas cette possibilité-là. Vous m'entendez là ? Alors là, c'est mieux, effectivement, et vous étiez figé pendant un certain temps, ça a l'air de s'améliorer. Je vous laisse la parole. D'accord. Là, c'est bon ? Ok, c'est bon.
Oui, donc je disais qu'en matière de lutte contre le gaspillage, donc en fait, on cherche à adapter les quantités. On fait plutôt des menus. Alors, je vais me permettre de couper, Madame Terlès, votre caméra pour effectuer un test si ça peut permettre de mieux vous entendre. Je me permets. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je ne vous entends plus du tout. Ah. Et là, vous m'entendez? Là, c'est bon. On vous entend de nouveau. Merci. Ah, bon. Bon, alors j'espère que ça va aller. Donc, dans les actions que nous menons, donc l'adaptation des quantités, des menus à 4 composantes plutôt qu'à 5, et puis de l'éducation alimentaire. Madame Bio Terlès, est trop cher. Je crois que malheureusement, votre passante est vraiment trop faible. On entend un mot sur deux. Je suis vraiment navrée. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais passer en partage de connexion avec mon téléphone. Je crois que ça se... Oui, on va patienter un moment. En attendant, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, je pense que là, j'ai fait une modification. J'espère que c'est bon. Vous m'entendez bien là? Je vous entends bien. Je vous laisse la parole. Bon. Donc, en fait, je voudrais tordre le cou à l'idée que le bio est trop cher et qu'on ne peut pas l'utiliser dans nos cantines. Nous, on a pu constater que plus on utilisait le bio, et en fait, plus le prix du repas baissait. En fait, alors ça tient à deux choses. Ça tient d'abord évidemment à la qualité du bio, du produit bio. Une tomate bio, c'est beaucoup plus concentré qu'une tomate conventionnelle. Et en fait, on peut, en adaptant les quantités dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et du coup en consacrant davantage d'argent à des produits de grande qualité, on se rend compte finalement qu'il y a moins de gaspillage, il y a une meilleure qualité et en fait le prix du repas baisse de façon significative. Ça c'est vraiment important, je pense. Il y a d'autres collectivités qui en ont fait la démonstration. Moi, quand j'ai été élue, j'avais un petit doute sur le sujet et en fait, je me rends compte que c'est vrai. Et alors, nous, on a pu aussi réduire les coûts de nos repas. Parce que nous avons en fait tenté une mutualisation de notre outil et c'est là que l'échelon intercommunal est vraiment important et c'est vrai que je suis première adjointe de la ville, présidente de la régie de restauration, mais je suis également vice-présidente de l'agglo en charge des transitions et évidemment de la transition énergétique. Et en fait, ce lien interco-commune est vraiment très important. Et donc, dans le cadre du schéma de mutualisation qui nous était imposé entre guillemets par la loi NOTRe, nous avons proposé en fait d'adosser la mutualisation de la régie de restauration à ce schéma de mutualisation avec une mutualisation horizontale, c'est-à-dire de commune à commune, mais adossée à l'interco, donc avec vraiment un modèle juridique extrêmement souple. Et comme en fait, on a réussi à convaincre d'autres communes de nous rejoindre, et comme effectivement on en avait un peu sous la pédale entre guillemets, mathématiquement, les charges de structure ont été divisées par le nombre de repas produits supplémentaires, et donc on a pu aussi là faire baisser nos prix de repas. Donc actuellement, on s'établit pour un élémentaire à environ 4 €. Alors évidemment, c'est plus cher que ce que peuvent proposer d'autres prestataires, et notamment en Normandie. Mais compte tenu de la qualité du service public, en fait, ça n'est pas si cher que ça. Voilà. Et donc, en même temps, ça nous a obligés, en fait, on a fonctionné de façon un peu empirique, puisque c'est vrai que moi, je suis élue en 2014. Je prends en main cette régie. En fait, je ne m'étais pas du tout préparée à prendre la présidence de la régie de restauration. Il se trouve que j'avais une appétence pour ça parce que ma famille a un lien particulier avec la restauration, donc je l'ai fait avec plaisir. Mais en fait, on a cherché à mutualiser l'outil, faire baisser les coûts, proposer le bio et le local dans un maximum d'assiettes, de façon plus systémique. Et en fait, on aboutit aujourd'hui, grâce à ça, à se dire que nous allons avoir besoin d'un projet alimentaire de territoire en Seine-Eure.
notamment parce que en faisant ça, en fait, on a une augmentation du nombre de repas produits, donc on a une augmentation de nos besoins en denrées alimentaires bio et locales. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas assez de producteurs. Et donc, il faut qu'on arrive à créer tout l'écosystème nécessaire pour que nous puissions continuer de nous alimenter et de produire tous ces repas. Et donc, du coup, on commence à travailler là sur un projet alimentaire de territoire qui non seulement va, bien sûr, répondre à nos besoins et à notre stratégie énergie-climat, mais qui en plus va profondément impacter notre plan d'aménagement. En fait, l'objectif, c'est effectivement toute la plaine maraîchère qui s'établit entre Louviers, le territoire senneur et le pôle métropolitain, Rouen, la métropole. Il faut qu'on revoie complètement la manière dont on gère ces surfaces agricoles. Alors évidemment, ça se fait en lien avec tous les acteurs, la chambre d'agriculture, les exploitants eux-mêmes, etc. Et donc, on est en train de voir aussi cette dynamique interterritoriale qui se fait entre le pôle métropolitain et senneur, avec notamment une question assez primordiale qui est, et ça va aussi dans la lutte contre le gaspillage, qui est les débouchés pour l'ensemble de la filière et voilà ce que l'on fait des invendus. Donc là, on a parlé avant à l'autre table ronde de glanage. Donc évidemment, il y a des glanages qui peuvent s'organiser, qui se fait déjà en fait, parce qu'on a des acteurs comme l'épicerie sociale et solidaire qui est très active, et puis toutes les associations qui œuvrent à l'aide alimentaire. Mais on pense qu'une légumerie-conserverie nous permettrait aussi d'améliorer la qualité de ce que nous avons dans nos assiettes. Et pour ça, on a besoin de mutualiser des outils. Donc, il y a une étude qui est en cours, là, qui démarre avec le pôle métropolitain. Voilà un peu ce que je voulais dire. Après, peut-être que l'idéal, c'est d'avoir une interaction et des réponses à des questions, peut-être. Merci beaucoup pour cette présentation. On a vu là vraiment cette évolution, cette évolution de commencer sur la restauration, améliorer la restauration dans son globalité, s'intéresser au gaspillage et à son évaluation, parce que vous avez bien identifié quel était le potentiel de réduction. Et on voit que ça aboutit à un PAT, le projet d'un PAT, un projet alimentaire de territoire. Donc, ça rejoint vraiment tout ce qui a été dit ce matin, même lors des ouvertures. Et entre autres, le fait que la collectivité va commencer sur ses compétences et après va aller plutôt vers de la mobilisation territoriale et vraiment des projets de territoire comme ce projet de conserverie. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou peut-être des réactions de soit Madame Melchior ou Madame Glatini? De mon côté, j'ai 2 questions. La première de Clotilde Bulté. Est-ce que vous pourriez nous donner le nombre de personnes qui travaillent dans la cuisine centrale? Est-ce qu'elle est régie à 100% par l'agglo? Et est-ce que ce sont des agents ou des postes embauchés par le privé? Alors oui, non, le statut de la régie, c'est une régie personnalisée. Donc en fait, elle dépend, c'est un satellite de la ville de Louviers. Du coup, évidemment, les agents sont sous statut public. Il y a 11 agents actuellement qui travaillent. Et donc, la régie personnalisée, ça veut dire que c'est un satellite donc, complètement autonome. Enfin, c'est un satellite de la ville, mais qui fonctionne de manière autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention d'équilibre comme dans un CCAS. Dans un CCAS, la majeure partie en fait, des recettes provient de la subvention que la ville verse au CCAS. Nous, en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est en fait le produit de la vente des repas qui nous permet de construire notre budget. Donc, la ville m'achète 1180 repas annuels, par exemple. C'est le produit de ces repas, de la vente de ces repas qui me permet de construire mon budget. Donc, voilà, là-dessus, on est autonome. Et donc, non, pas de statut de droit privé, que des statuts de droit public. Et en fait, la mutualisation, c'est là que c'était intéressant, c'est que nous n'avons pas eu besoin en fait, de transférer la compétence à l'intercommunalité pour mutualiser l'outil. On devait s'appuyer sur le schéma de mutualisation, mais en fait, on a fait ce qu'on appelle un service commun qui donc passe par une convention entre les communes qui souhaitent s'inscrire dans ce projet de mutualisation. Et donc, en fait, voilà. Mais par contre, pour pouvoir passer ce service commun, nous devions obligatoirement délibérer en conseil communautaire et enrichir notre schéma de mutualisation. Je ne sais pas si c'est clair au niveau juridique, mais... Merci.
La deuxième question de Jean-François Guyot. En termes d'achat local, est-ce que tous vos fournisseurs ont-ils un agrément sanitaire, même pour les fruits et légumes? Car le tissu local des fournisseurs dans le Cotentin ne dispose pas de tous les agréments et ne souhaite pas forcément du coup répondre aux appels d'offres, car parallèlement, la DDPP leur impose. Du coup, ce que vous appelez agrément, est-ce que c'est les SICO, les signes officiels d'identification de la qualité d'origine? Alors, si Jean-François Guyot répond, oui, il dit oui. Alors, on est assez bien fourni en fait dans le département de l'Eure sur sur les producteurs qui se sont inscrits dans cette dynamique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On n'en manque pas vraiment. Après, on manque dans les volumes en fait produits, ça c'est sûr, et il faudrait qu'on accélère le mouvement. Et après, on ne s'interdit pas non plus quand même de pouvoir attribuer un marché, enfin évidemment selon le code des marchés publics, hein, on est vraiment dans les règles, mais à un producteur local qui n'a pas forcément d'agrément, mais qui est dans une démarche et qui peut produire les preuves qu'il est bien dans cette démarche-là. Je pense notamment là à un producteur maraîcher à Cricbeuf, qui est donc pas très éloigné, qui a même répondu à l'appel d'offres à la main, avec quelque chose comme on n'en voit plus aujourd'hui, hein, puisque tout est informatisé, dématérialisé, etc. Mais elle a souhaité répondre à la main, c'était plus facile, en stabilo bossant ou en changeant les codes couleurs en fonction de ce qu'elle voulait mettre en valeur. Et elle nous a produit toutes les pièces qui démontraient qu'elle était vraiment à mi-chemin entre l'agriculture raisonnée et un passage vers le bio, mais qui se fait de façon linéaire en fait, voilà, parce qu'on sait que c'est compliqué de passer parfois du conventionnel au bio. Donc on a quand même un écosystème qui s'est développé, je pense, et qui est lié aussi à la demande que l'on émet. Je voudrais juste préciser, si vous me permettez, oui. Les DDPP n'interviennent pas dans les signes de qualité. Les DDPP n'interviennent que dans des agréments sanitaires. Or, un signe sous qualité n'est pas un agrément sanitaire. Là, c'est vraiment un cahier des charges lié à la production du produit, premièrement. Deuxièmement, effectivement, Madame Terlès, vous parliez de mettre en place un PAT et vous parliez d'acheter local et d'acheter bio. Dans la loi Egalim, sur les 50% de produits de qualité et durables, on ne tient pas compte des produits dits locaux, même si on est en agriculture raisonnée, hein, puisqu'il y a vraiment un cadre bien spécifique. Mais par contre, effectivement, ce qui est important lorsqu'on met en place un projet alimentaire territorial, c'est que si la restauration collective arrive à ces 50% de produits qualité et durables, les 50% restants peuvent être bien évidemment issus d'un projet alimentaire territorial, donc d'une agriculture de proximité. Pour compléter, on aura un atelier demain. Donc, c'est l'atelier numéro 5. L'atelier numéro 5 qui est sur la lutte contre le gaspillage et Egalim. Donc, on reviendra sur ces éléments-là et aussi sur comment un site ou une cuisine ou une collectivité peut accompagner ses producteurs locaux. Donc ça, on pourra l'aborder demain. Je voulais peut-être essayer seulement de répondre à la question qui a été adressée à Madame Melchior là, sur la possibilité en fait de redistribuer ce que nous produisons en restauration collective à une épicerie sociale. Nous, on essaye d'y travailler actuellement. La difficulté, c'est que le gros de notre gaspillage alimentaire, il est quand même effectivement dans les élémentaires. Or, on sert en plaques gastro, hein, vous voyez ces gros bacs d'aluminium, voilà, et on est en liaison froide. Donc, en fait, c'est assez. Ce qui est compliqué, c'est effectivement les conditions sanitaires, c'est-à-dire une fois qu'on a rompu la chaîne du froid, en fait, on ne peut plus distribuer. Donc, il faut qu'on arrive à évaluer ce qui doit rester qui est servi dans les offices, en fait, et qui peut rester en froid avant d'être réchauffé et proposé aux enfants. Et évidemment, il y a la question de l'étiquetage, en fait. Voilà. Mais ça, c'est en fait assez compliqué sur ces restaurations collectives. Nous, on essaye d'être innovant. Je ne sais pas si on aboutira à quelque chose. Si on y arrive, je me propose de faire passer notre protocole à ce moment-là au Régal pour peut-être que ça fasse des petits. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut poursuivre. Donc, maintenant, je vais inviter Madame Glatini à
présenter un peu ce qui est fait dans la commune de Malonnet. Donc, Madame Clatini est adjointe donc à la ville de Malonnet, qui mène depuis de nombreuses années des actions. Donc là, déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu, les actions qui sont menées par Malonnet sur ce sujet-là? Bonjour, je suis donc Stéphanie Clatini. Je suis nouvellement élue maire adjointe chargée de la petite enfance et de l'éducation à Malonnet, de la métropole de Rouen. Donc, Monsieur le maire Guillaume Coutet, ayant déjà une visioconférence au département, m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Et je suis accompagnée de Madame Geneviève Van de Velde, qui est la responsable de la restauration. Malonnet est une ville de presque 6200 habitants. Nous avons 620 élèves de maternelle et d'élémentaire qui sont répartis sur 2 groupes scolaires et où nous avons 480 rationnaires, ce qui représente à peu près 77% des élèves. Le budget de restauration pour l'année 2019 s'élevait à 91 000 €. Nous avons fait le choix de préparer les repas en régie municipale, donc qui sont préparés par 5 agents dans une cuisine centrale qui se situe dans le plus grand des 2 restaurants, des 2 groupes scolaires. Auparavant, nous avions 2 lieux de production, donc un dans chaque groupe scolaire. Mais afin de rationaliser les dépenses, il a été décidé de n'en garder qu'un seul. Cependant, nous gardons quand même certaines cuissons telles que les frites et les steaks hachés qui sont faits dans le 2e groupe scolaire pour une meilleure qualité gustative. Donc, les repas sont fabriqués dans la cuisine centrale et sont transportés en liaison chaude vers le 2e restaurant scolaire. Donc, c'est en 2006, au regard de la quantité des déchets et dans le but de faire des économies, que des agents ont créé un comité éco-citoyen composé d'agents et d'élus. Et c'est là que commence la réflexion sur l'impact environnemental des déchets. À partir de 2010, donc, le tri sélectif est mis en place dans les cantines. À l'initiative des agents, avec l'aide de leurs collègues des services techniques, sont fabriquées des tables de tri avec du matériel de récupération, donc une planche dans laquelle sont percés des trous pour y mettre des seaux de crème vide, par exemple. Et à partir de là, on apprend aux enfants à trier au début les contenants, donc les pots de yaourt, les compotes, etc., mais aussi les serviettes en papier et les restes alimentaires des repas. Il y a à partir de ce moment-là une prise de conscience qui est que limiter le gaspillage alimentaire dans le restaurant scolaire, c'est protéger l'environnement, économiser les ressources et réduire la production des déchets. À partir de 2015, nous commençons à peser les restes des repas, ce qui nous permet d'adapter les quantités servies aux enfants tout en respectant bien sûr leurs besoins nutritionnels. Les agents tiennent un journal des quantités consommées selon les goûts des enfants, ce qui nous permet également d'adapter les commandes pour les repas ultérieurs. En parallèle, on améliore la quantité des denrées, ce qui permet de réduire les déchets de cuisine, donc moins de gras, de perte d'eau, etc. Ça permet également d'améliorer le goût et donc les enfants ont plus de plaisir à manger et mangent beaucoup plus, finissent beaucoup plus leurs assiettes. La lutte anti-gaspi passe également par la maîtrise des achats. Donc, les marchés sont orientés pour privilégier les conditionnements les plus adaptés pour limiter la perte, les produits frais et de saison, les viandes et poissons de qualité, limitant les pertes en eau à la cuisson. Les économies réalisées ont permis d'acheter de meilleurs produits et nous ont permis d'arriver à servir des repas à 50% en bio et ou local. En 2019, les déchets représentent 12,71 grammes par repas en moyenne, là où la moyenne nationale se situe à 110 grammes par repas pour les établissements scolaires, donc de la maternelle au lycée. Au début de la mise en place du tri, tout était mis aux ordures ménagères car nous n'avions pas de solution pour valoriser les biodéchets. Par la suite, une des premières idées avait été d'initier un poulailler au niveau des écoles, mais finalement, en 2019, nous avons préféré travailler avec l'entreprise Terraléo, qui a été créée par 2 jeunes et qui récupère les biodéchets,
ce qui nous permet d'être vertueux dans la lutte contre le gaspillage sur le temps du repas et la valorisation des biodéchets qui sont transformés en méthanisation. Pour l'année scolaire 2019-2020, cela représente 2148 kg de biodéchets récupérés par Terraléo, soit 45 grammes par repas en moyenne, mais contrairement aux chiffres précédemment cités, ce chiffre ne comprend pas seulement les restes de repas, il comprend également les pertes de stockage, les déchets de cuisine, les épluchures, etc. En 2018, lorsque la métropole de Rouen a lancé la démarche de COP21, la ville de Maloney était l'ambassadrice pour mobiliser les 70 autres communes sur le tri et la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui était un point de la sensibilisation de la COP21. Donc, suite à cela, nous avons reçu la visite d'une quarantaine de communes de la métropole. Et l'idée des tables de tri a été adoptée par la suite dans leur restaurant scolaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, pour finir, la lutte contre le gaspillage alimentaire a donc permis d'insuffler une culture de la qualité et de l'économie auprès des équipes, des élus et des enfants. Voilà la présentation. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Désolée, j'ai peut-être été un peu rapide, mais c'est pour moi la première fois la visioconférence. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Si vous souci. avez des questions, on va pouvoir essayer d'y répondre. Très bien, merci pour cette présentation. Alors, je laisse le temps peut-être aux participants de voir s'ils peuvent poser des questions, s'ils souhaitent réagir. Déjà, j'avais aussi peut-être une petite question, parce que ce qu'on voyait, c'est que Maloney, vous menez ces actions-là depuis assez longtemps, et comme vous l'avez indiqué, vous êtes élu depuis peu. Comment se passe cette temporalité? Comment vous, en tant qu'élu, vous vous emparez de ce nouveau sujet? Et comme on sait que là, on a pas mal de participants qui travaillent dans les collectivités, vous, quels sont aussi vos besoins en tant qu'élu qui arrive dans un poste comme ça pour pouvoir porter ce sujet et aller encore plus loin? Là, moi, c'est vrai qu'effectivement, donc j'arrive sur le sujet, donc je ne le maîtrise pas encore tout à fait. Je commence à prendre mes marques et justement, je travaille avec Geneviève, là, justement, pour essayer de m'approprier le sujet. Quoi vous dire D'accord, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Là, je suis vraiment au début de ce sujet-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Peut-être Madame Melchior, est-ce que vous souhaitez intervenir, non? Ou est-ce qu'il y a des questions? Ah, on entend. Votre micro est coupé, par contre, Madame Melchior. Pardon, voilà. Excusez-moi. Non, je suis désolée, j'ai été obligée d'interrompre parce que j'ai eu un appel et donc, comme c'était sur mon téléphone, j'étais obligée de le prendre. Donc, je n'ai pas pu suivre l'intervention. Oui, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. De mon côté, j'ai une question, Nathalie, de Jean-François Guyot. Aviez-vous envisagé la mise en place de composteurs sur site pour ensuite être utilisés pour la commune dans les embellissements des parcs fleuris ou autres? Alors oui, on avait envisagé cette possibilité. Je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous expliquer bien plus en détail que moi. Oui, ça avait été envisagé, mais c'est vrai que c'était assez compliqué de savoir où on allait le mettre et de savoir qui allait gérer justement le fait de l'entretenir, etc. Donc, pour moi, ça nous paraissait un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a préféré se tourner vers Terraléo. Très bien. Merci pour ce retour. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, Franck de Phoenix, pardon, demande: pouvez-vous redonner le nom de la structure qui récupère vos biodéchets, s'il vous plaît? Et l'entreprise Terraléo. T-E-2-R-A-L-E-O. Ok, merci. Donc, on n'a pas d'autres réactions par rapport à ces différents éléments? En tout cas,
merci beaucoup à toutes pour ces présentations et pour voir un peu cet échange entre le national et le local jusqu'à la commune, avec l'agglomération ou l'interco. On voit vraiment tous ces différents niveaux. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez redire un mot, sinon voilà, on va pouvoir clore cette deuxième table ronde. Moi, je veux bien souligner effectivement l'importance de ce dialogue entre le national et le local. Et il faut que ça perdure. Il ne faut pas hésiter, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ou les bonnes idées que vous avez. Surtout, n'hésitez pas à les partager, y compris à vos députés, parce que c'est vrai que ça permet d'étendre et de donner justement une ampleur à des initiatives locales qui mériteraient d'être développées par tous. Donc, n'hésitez pas à frapper aux portes des parlementaires. Ils sont là pour ça, pour vous écouter. Très bien. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci pour vos différentes interventions.